Bonsoir, bonjour, hello hello, bienvenue sur Hebdo Explore, donc la chaîne YouTube et Twitch qui est dédiée à l'analyse de l'actu du monde d'une manière tranquille, monde et aussi jeux vidéo bien sûr, car le jeu vidéo c'est important. Alors donc cet article du 27 janvier est dédié donc au peroxydé de la Maison Blanche, donc Monsieur Trump, le Trumpisme et donc le mouvement qu'il a inventé. Et donc dans cet article en fait, est-ce que on n'a pas une dérive fasciste qui s'installe? Alors dans ce billet politique, on est dans un billet politique, hein, l'auteur a clairement choisi son camp, hein. Pour lui, c'est clair et net que Trump est un facho, et donc que ces idées-là sont d'une grande dangerosité, hein, et comment elles vont justement arriver, et elles arrivent, et elles sont présentes, d'après le journaliste, sur le territoire européen. Alors, si on reprend un peu cet article, hein, on a tout d'abord un retour sur la scène actuelle. Alors c'est vrai que bien souvent les médias aussi sont comment dire, ils analysent en fait des situations actuelles, hein, parfois un peu à chaud, hein. Et c'est vrai qu'actuellement, ce qui se passe aux États-Unis, on est vraiment dans la période très hot, hot, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, mais vous avez également, après ça, c'est les engagements d'une partie de la rédaction. Je ne pense pas que toute la rédaction était d'accord avec ce propos, Ricketts. Donc, vous avez la démocratie américaine qui a été très fortement secouée dernièrement, hein, que l'on a notamment l'utilisation de forces de police qui à la base sont dédiées à sécuriser les frontières, qui s'introduisent directement maintenant dans des villes pour traquer des immigrés dits clandestins, hein, même si le dit clandestin est important. Vous avez un certain nombre de personnes qui ont été arrêtées et qui étaient tout à fait en règle, hein, même des citoyens américains qui ont été aussi verbalisés par cette même police, hein, qui sort d'ailleurs de ces prérogatives, hein. Alors je parle bien sûr des Border Patrol et également de la fameuse ICE, donc cette police des frontières en quelque sorte, hein, qui obtient une forme de carte blanche dans ses interventions et qui donne lieu à de terribles bavures, et notamment 2 personnes qui ont été assassinées sous les yeux effarés des personnes présentes, et bien sûr tout a été relayé aussi par le biais de vidéos, notamment démontrant qu'il y a vraiment une bavure, mais claire et nette, hein, en tant que telle, hein. Et donc on est face à l'utilisation d'une violence contre des protestataires qui sont désignés aussi par un vocable très agressif vis-à-vis d'eux. Et donc là, on voit que les notions d'état de droit aussi ne sont pas forcément respectées, hein. On cible des ennemis intérieurs et on fait tout pour empêcher leur propre expression. Et donc, vous avez à cela se rajoute un pouvoir en place exécutif qui empiète sur tous les autres pouvoirs et un pays qui semble s'enfoncer dans une dérive autoritaire progressive. Alors, oui, non, mais comment je dis une bavure, bien sûr, c'est un meurtre, tout à fait, hein. Là, c'est clair et net, hein. Monsieur Préti, donc cet infirmier jugé de terroriste par toutes les autorités suite à son assassinat en pleine rue, s'est quand même pris 10 balles dans le plastron. 10 balles dans le plastron. Alors qu'il était à terre, il était encerclé par 4 gaillards qui le tabassaient, et un policier qui a vu qu'il avait une arme à sa ceinture, arme qui était dans la ceinture, et donc la personne était à terre avec l'impossibilité de pouvoir la prendre étant donné qu'elle était immobilisée, a sorti son propre revolver et lui a tiré 10 balles dessus. Et la réaction de la Maison Blanche, comme vous le savez, a été de dire qu'il les menaçait, bien entendu, il les menaçait de les assassiner, de commettre un crime contre eux, etc. Donc on inverse qui est la victime, qui est le coupable, hein. Ça, c'est une rhétorique politique qui est malheureusement assez courante, hein. Alors, on a également donc un article qui nous décrit, voilà, un pays qui s'enfonce dans une forme de violence, de culture de la force, hein. Et cette culture de la force, il est vrai, élément qui peut être lié aussi à une forme de fascisme, et on verra après la réalité, hein. Mais le fait que cette force-là s'adresse à la fois contre des opposants au sein de ses frontières nationales, mais aussi par un discours très agressif vis-à-vis de l'extérieur, avec des démonstrations de force à l'extérieur, et notamment, là on pense bien sûr au Venezuela, hein, où on a tout simplement les États-Unis qui interviennent dans un pays qui a pourtant sa propre souveraineté, violent allègrement ses frontières et kidnappent son président. Certes, président dictateur qui n'a pas voulu reconnaître les dernières élections au sein du Venezuela, mais cependant, par le biais du procédé, on a vraiment un piétinement de tout ce qui fait des règles internationales, et qui, même si dans un pays il y a un antagonisme avec un autre pays, hein, il y a des manières de régler ce type de différends qui à la base passent par des éléments de discussion avant d'utiliser la force brute. Et là, on a une démonstration de cette même force brute. Donc, là, deuxième point dans l'article du journal, hein, après cette dérive intérieure donc vers un régime de plus en plus autoritaire dans sa manifestation aux États-Unis, deuxième chose, une politique de plus en plus agressive vis-à-vis de l'extérieur, et puis également avec un ciblage de population donc
à l'intérieur du pays. Donc, dans l'article, l'auteur revient là-dessus, hein. On parle de minorité de tout poil, hein, et puis également la mise en avant d'une forme de suprémacisme dans certains propos qui sont tenus, et notamment par de hauts responsables politiques. Et c'est vrai que là, vous avez quand même un gros pactage qui fait qu'il y a quand même une grosse inquiétude sur ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Alors, alors, l'ONU à la base était une institution qui devait permettre de régler ce type de différends, et durant la guerre froide, ça a plus ou moins fonctionné. Alors plus ou moins, ça n'a pas évité malheureusement des guerres et de terribles affrontements entre les blocs, mais cependant ça a évité que ça dégénère quand même. Et là c'est vrai qu'on est sur une situation où on sent que tous les éléments qui servaient à cette sécurité internationale dans laquelle on vit depuis 1945, qui maintenaient tant bien que mal l'ensemble de ces relations-là, et puis avec des moyens de pression qui pouvaient parfois fonctionner sur certains territoires, là sont en train de voler en éclats. Et donc on est dans un monde là qui nous semble devenir un monde où il n'y a plus aucune règle, et également avec une logique aussi de prédation, hein, de différents États vis-à-vis des uns des autres, et notamment de très grands États qui, au-delà de l'image et de la moralité que parfois portent ces États-là dans la gestion du monde, là on voit que ces règles-là explosent complètement et qu'ils ne respectent plus rien. Et donc, euh, on a une libération de la pensée, tu dis, qui voudrait dire que pour défendre son opinion par tous les moyens sont bons à prendre, exactement. Une valeur supérieure à la loi, en fait, et en fait, c'est un rapport de force. Et donc, c'est vrai qu'on est dans une logique à la fois intérieure aux États-Unis et extérieure de cette logique du plus fort, et qui remet vraiment en cause les fondements quand même de l'ordre international depuis 1945. Hein. La déclaration comme de l'ONU de San Francisco en juin 1945, hein, il y a cette notion de discussion, hein, notion du recours à la force en dernier recours. Hein. L'ONU n'interdit pas le recours à la force en cas de situation qui est quand même très précise, hein, ou quand vous êtes en danger existentiel au niveau en tant qu'État, mais des guerres d'agression en tant que telles, bien entendu, c'est un élément qui, normalement, doit être canalisé, parce qu'on a bien vu ce que ça a fait justement dans les années 30, et puis surtout la Deuxième Guerre mondiale. Alors, dans l'article, si je reviens dessus, hein, Donald Trump cherche à s'enrichir également, donc on a aussi un pouvoir qui est à la fois donc violent au sein de sa propre population, sur certaines personnes en particulier. Hein. Sa base électorale, bien sûr, n'est pas visée en tant que telle, même si on peut se demander si tous ces micmacs qu'il fait, notamment avec ses droits de douane, vous savez, Donald, je le dis souvent ici, hein, il tape du poing sur la table, hein, dès que quelqu'un l'embête, hein, tiens, toi, je te mets 10% de taxes, toi, là, tu me plais pas, je te mets 20%, et toi, là-bas, bah, toi, surtout toi, l'asiatique, là-bas, je te mets 100%. Donc, on a un président qui utilise la logique d'une guerre commerciale et qui a un impact sur sa propre population. Hein. L'inflation aux États-Unis, elle n'est toujours pas combattue. Le chômage est en train de progresser. Bon, enfin bref, hein, tous ces éléments-là, et ça se retourne indirectement aussi sur l'ouvrier du Minnesota ou de la côte Est, hein, qui a voté pour lui. Hein. Bon, soit dit en passant. Donc, on a un pouvoir voilà, qui a une forme de violence sur sa population, qui a également, qui ne respecte plus du tout les règles internationales et qui méprise ses alliés. Ça, c'est aussi une nouveauté. Hein. Le cas du Groenland est quand même édifiant. Hein. On a quand même un territoire qui fait partie de la même alliance militaire que les États-Unis, l'OTAN, donc créée en 1949, donc en pleine guerre froide, destinée à assurer une sécurité collective et qui permet aux États-Unis d'avoir une influence très importante au niveau mondial. Et ces alliés-là sont très maltraités, voire complètement humiliés. Et là, quand on a quand même une personne qui estime qu'il doit prendre un territoire parce qu'il l'a décidé, et donc notamment le Groenland, et un territoire qui appartient en plus à un de ses alliés, là on se dit qu'on a peut-être aussi une dérive qui peut se rapprocher d'une forme de fascisme, c'est-à-dire où il n'y a plus aucun respect de son prochain et que le pouvoir du plus fort prime. Alors, et le cas du Canada, j'en parle même pas, tu as raison. Là, on est face carrément à un pays limitrophe, hein, et on parle d'annexion tranquille. Hein. Alors, l'autre élément également, c'est un pouvoir qui semble sans limite, et puis également avec une immoralité prégnante chez les propres dirigeants de ces mêmes pays, donc des États-Unis en l'occurrence, avec une personne quand même, Donald Trump, qui également mélange les affaires privées et les affaires publiques. Alors ça, est-ce que c'est lié au fascisme? On va plutôt dire que c'est lié à un pouvoir autoritaire, dans le sens qu'il n'y a plus aucune retenue, en fait, il s'assoit, il s'essuie les pieds sur les règles, et il a doublé sa fortune, donc l'article le rappelle, hein, depuis qu'il est élu, il fait des affaires lucratives et ne s'en cache pas, et ça c'est vrai que c'est une nouveauté aussi, dans le sens que il n'y a aucune limite en fait, on est vraiment dans une idée de la no-limite. Et on se dit jusqu'où ça va aller en fait. Parce que là, moi franchement, je suis toujours dubitatif quand même d'un pouvoir exécutif comme ça qui prône son propre enrichissement et que les lois anticorruption, etc., qui existent aux États-Unis, qui sont présentes, bah, pour l'instant, on les entend pas.
Alors c'est vrai que vu qu'il dirige le ministère de la Justice, peut-être ça doit aider, mais cependant, quand même, c'est quand même un truc de fou, quand même, hein. Il n'y a aucune retenue. Voilà. Il se fait faire des cadeaux, on lui offre des choses luxueuses et autres, mais c'est un truc de fou, ça, quand même, hein. Moi, je vous rappelle que, quand même, pour moins que ça, on a quand même un président en France qui a perdu une élection, hein. Je ne sais pas si vous avez la référence en particulier, hein, mais un président qui s'est fait offrir des diamants par un terrible dictateur sanguinaire africain, Bokassa pour pas le nommer. Le président français, c'était Valéry Giscard d'Estaing. Il lui a donné des diamants, donc voilà, petit cadeau tranquille, hein. Vous allez chez votre voisin, il vous offre des diamants, mais écoutez, vous avez un formidable voisin, hein. Bon, les diamants qui sont quand même tachés de sang, soit dit en passant, mais bon, ça s'essuie, ça se lave. Et donc, notre Valéry Giscard d'Estaing, en 81, ben, bye bye, VGE, hein. Ça a été un élément qui lui a trucidé son élection, ça. Donc là, on est 40 ans après, et là, par contre, ça pose plus de problème. On a notre Donald, il s'est fait offrir un avion par les Émirats. Nickel, ni vu ni connu, ça passe crème. Alors, on a quand même voilà, une immoralité présente en tant que telle, hein. Et puis bien sûr, donc l'auteur nous parle voilà, de l'admiration du mouvement nazi que l'on peut retrouver chez certains partisans de Donald, et notamment notre fameux Elon Musk, hein. Ce technofascisme également, alors ça c'est une expression qui est vraiment très à la mode, hein. Donc qui met en avant donc, des valeurs qui peuvent être liées au fascisme et matiner donc, de nouvelles technologies qui vont accentuer le contrôle social, etc., hein, etc., etc. Alors vas-y, n'hésite pas, hein. Euh, était jusqu'à présent le meilleur ami du pays des flingues, mais c'est clair, hein. Et les Canadiens, je pense qu'ils doivent vraiment, vraiment. Là, il y a une remise en cause carrément de comment ils pouvaient se sentir en sécurité en tant que tel, hein. Alors, je dirais même plus que cette dynamique fascisante n'a pas de couleur politique. Si vous regardez le monde des certains chapeaux politiques, alors est-ce qu'il y a un fascisme de gauche et de droite? Ça, on pourra revenir dessus. Les médias ont aussi leur part de responsabilité. Mais bien sûr, mais la solution de l'homme providentiel, en France, on est quand même très bien placé pour connaître ce type d'idéologie et de propos. Donc là, je reprends un commentaire dans le chat, mais tout à fait, Tic Tac Dream. C'est-à-dire qu'on est quand même sur une idée qu'une personne va pouvoir sortir tout simplement, va pouvoir faire face à une situation. Mais quand on a ce type comment dire, d'éléments de langage, hein, c'est qu'on traverse quand même une crise existentielle, hein. Et voilà. Alors après, on a eu dans notre histoire des Napoléon Bonaparte, des Charles de Gaulle, des Maréchal Pétain également. Il y a toujours eu cette matière en tant que telle, même si je ne mets pas le général de Gaulle avec le Maréchal Pétain, on est quand même sur deux personnalités fortement différentes, hein. L'un, il a eu le courage de dire non et de s'opposer et de ne pas lâcher son allié et de partir avec rien pour tenter de construire quelque chose. Voilà. Là, je parle bien sûr de Gaulle en 1940, hein. Il fallait quand même être sacrément culotté, hein, quand même, pour faire ce qu'il a fait, hein. Quand même, on a un général qui devient un rebelle, quand même. C'est quand même un truc de dingo, ça, hein. Dans une situation où personne n'y croyait, et voilà, lui, il y a cru avec les quelques maigres personnes qui étaient autour de lui. Alors oui, c'est vrai que l'une des situations peut-être que connaissent les États-Unis actuellement, avec un pouvoir exécutif qui devient complètement hors contrôle, c'est peut-être aussi parce que leur constitution n'a pas évolué depuis 1776. Alors il y a eu des amendements quand même, attention, ne pas les oublier, hein, qui ont force constitutionnelle et qui permettent justement, alors après, un énorme compromis au sein des chambres des représentants, de faire avancer la situation, l'abolition de l'esclavage par exemple, ou la lutte contre les discriminations. Mais c'est vrai que tu as un fonctionnement constitutionnel qui est hérité d'une certaine époque. Donc des violences, etc. Et donc l'article termine, parce qu'il est temps quand même que ça se termine, que progressivement ce qui se passe aux États-Unis est peut-être un avant-goût de ce qui risque de se passer dans d'autres pays, et notamment les pays européens. Et forcément, l'article pense à la future élection présidentielle de 2027, avec le fait qu'on ait localement des personnes qui peuvent et qui utilisent le même type de rhétorique trumpiste, hein, avec autant de violence, et qui tout simplement n'hésitent pas à aller dans l'outrance, notamment de leurs propos. Donc là, dans l'article, on cite bien sûr un Éric Zemmour, une Marion Maréchal Le Pen, une Marine Le Pen aussi, d'une manière un peu plus mesurée, mais il n'empêche que parfois il y a des saillies qui rejoignent quand même nettement ce qui est porté par Donald Trump, hein.
Et même si on a toujours un élément aussi dans ces partis qui peuvent adhérer, être proches de ces types d'idées ou d'idéologies très à droite, voire à l'extrême droite, on a aussi peut-être une petite prudence aussi de ne pas trop marcher main dans la main avec les États-Unis, hein. Les Français aussi ont une forme. Il y a toujours aussi quand même un côté anti-américain qui existe dans notre culture politique en tant que telle. Donc voilà, il y a une admiration, mais cependant, on sent quand même cette admiration, on la met pas quand même trop en avant, parce que forcément, vous avez ce qui se passe aux États-Unis aussi a une résonance en Europe et en France, et peut-être également un élément qui peut pas plaire forcément à tout le monde. Alors, on a donc sur notre article, on continue là, euh, des idées qui traversent bien sûr l'Atlantique et qui, bien sûr, arrivent sur le rivage européen, sont déjà présentes, soit dit en passant. Je pense quand même qu'une grande influence de Trump, elle vient d'Europe aussi, hein, soit dit en passant. Mais aussi, on a une attaque contre nos démocraties, dites libérales hein, actuellement, et une volonté également de remodeler le visage politique de l'Europe, que ce soit par le président des États-Unis actuel, mais aussi le Vladimir, dans sa tour à Moscou, hein, qui ont également le même objectif, c'est-à-dire détruire cet élément qui pose problème, hein, c'est-à-dire cet espace de démocratie et de prospérité économique qui est l'Union européenne. Et donc, même si elle n'est pas parfaite, loin de là, hein, on est face parfois à un élément de 27, 26 pays qui ont du mal à travailler ensemble, mais qui pourtant, quand ils montrent les dents, donnent des résultats. Moi, je pense qu'un élément qui n'a pas été assez dit sur le recul de Trump sur le Groenland, c'est la réaction des Européens et au-delà de ça, de certains pays de l'OTAN comme le Canada, etc. La solidarité qu'ils ont fait preuve entre eux et le fait que des troupes ont été dépêchées, alors même si c'était rachitique ce qui a été envoyé, que des exercices étaient faits, et le Danemark a très très bien réagi en indiquant que c'était pour protéger ce territoire-là, vu que les États-Unis estimaient qu'ils n'arrivaient pas à le protéger, mais aussi c'était un autre message de dire on met des billes dans la place, voilà. Donc c'est un risque que vous prenez, même si on est face à la première armée du monde. Ce que j'ai lu là, à droite à gauche, là, des polémistes en chef là, qui nous balançaient dans les grands médias que vous alliez avoir une invasion du Groenland. Non mais envahir le Groenland, mais je pense qu'ils ne se rendent pas compte quoi. Le Groenland déjà, c'est immense. Actuellement, les conditions climatiques, mais elles sont abominables. Vous ne faites pas une invasion comme ça à grande échelle. Vous faites des bombardements peut-être, mais mettre des hommes au sol, etc., ça demande toute une architecture. Regardez le Venezuela, ils ont mis quand même 2 mois pour mettre un coup de pression, et puis d'un coup, ils sont intervenus. Là, ce qui se passe en Iran ce soir, où vous avez le porte-avions, comment il s'appelle, Abraham Lincoln, qui s'approche de l'Iran. Je pense pas que ça soit pour faire une opération comme ils l'ont fait avec comment il s'appelle, avec Maduro, ça soit même pas le même type, ça risque d'être des bombardements peut-être ciblés, mais cependant voilà, ça se fait pas du jour au lendemain. Même si les États-Unis, ils ont une capacité d'intervention généralement de 24 heures, hein. Donc ça c'est l'une des spécificités de l'armée américaine, hein, c'est-à-dire intervenir partout en moins de 24 heures. Alors je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié bien sûr de mettre mon logo, voilà, qui va bien. Alors, alors je sais pas, le chat, je sais pas ce qui se passe, je me demande s'il a pas bloqué. Voilà, je le relance. Ça te va? Ah bah excusez-moi, ouais, j'ai eu un problème sur mon chat, je voyais plus vos messages. Euh, donc Salamèche, elle est pas mal celle-là. Léa Salamèche. Moi, Salamèche, il évolue. Donc, Ontalin qui a pas voulu assumer son geste. Ah oui, par contre, les Allemands n'ont pas été d'une grande solidarité, c'est vrai. Mais par contre, la France et le Danemark, je pense qu'ils ont fait le taf quand même, hein, en termes de communication et de solidarité. Et le fait que la France a une forme d'expertise aussi dans ce type de territoire-là, ce qui est peut-être étonnant. Mais vous avez des opérations déjà de coopération militaire qui ont été faites avec les Danois. En 2025, il y a eu déjà des éléments et qui font que voilà, il y a une certaine forme d'expertise. Alors bien entendu, l'objectif n'est pas de combattre les États-Unis ou de faire une guerre contre eux. Espérons que non. Mais de montrer que voilà, les Alliés ont des capacités possibles, hein, et qui peuvent aussi mettre à mal aussi ce sentiment d'hubris, hein, qu'a l'administration américaine. Et ben, je vous ai trouvé un très bon article donc dans le journal L'Histoire. Alors un article qui date un peu exactement, qui date de 1993. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cette revue L'Histoire, hein, c'est un peu le magazine des étudiants d'histoire
avant, parce que de nos jours, maintenant, avec Internet et les réseaux sociaux, et puis surtout les ressources qu'on trouve sur le net, je suis pas sûr que beaucoup d'étudiants le lisent. Moi, quand j'ai fait des études d'histoire, c'était un des magazines que je lisais, hein. Ensuite, quand j'ai bossé, quand j'ai commencé à bosser, je l'ai toujours continué. J'ai un peu pris de la distance avec, mais ça m'arrive de le racheter de temps en temps. C'est une revue qui est assez intéressante dans le sens que elle porte aussi des débats actuels et notamment interroge des historiens autour de telle ou telle thématique. Alors, si nous revenons là sur un article qui a été mis à disposition notamment des lecteurs curieux, que j'ai trouvé donc sur Internet et que j'avais lu dans la version papier du numéro 162, donc notamment sur qu'est-ce que le fascisme. Et là, vous aviez un débat entre deux historiens, et dont un quand même qui a porté des étudiants d'histoire dans le sens que forcément quand vous faisiez des études d'histoire dans les années 90-2000, vous étiez obligé de lire cet auteur. C'est Ziv Sternel, donc, qui est un historien israélien, qui est francophone et qui est un spécialiste du fascisme et notamment qui a écrit un livre qui à l'époque avait fait pas mal débat, qui s'appelle Ni droite ni gauche, donc l'idéologie fasciste en France. Donc je l'ai ici, hein, je vous le montre, hein. Voilà. Donc là c'est une vieille édition, donc c'est chez qui ça? C'est pas Folio, ça? Non, c'est Édition Complexe. Donc là, c'est une édition qui date un peu, je l'avais acheté d'occasion. Il date de 87, la première édition est de 83. Et donc, dans cet ouvrage-là, en fait, il défendait l'idée et son propos en tant que tel. Donc, il revenait justement sur les crises du XIXe siècle, avec la montée d'un discours nationaliste très prégnant, et aussi qui visait des minorités, et notamment des communautés étrangères sur certains territoires, et notamment en France, hein, avec des actes qui pouvaient déboucher sur d'extrêmes violences contre les Italiens, les Polonais, donc des travailleurs immigrés qui étaient présents en France, et puis surtout sur un antisémitisme très important, et notamment avec la fameuse affaire Dreyfus, hein, du capitaine Dreyfus, accusé de trahison au profit de l'Allemagne, après le traumatisme de la guerre 1870, trahison qu'il n'avait bien sûr jamais fait, mais qui en fait servait à cacher les vrais traîtres en particulier, donc des militaires haut placés, dont un qui avait trahi et travaillé pour l'Allemagne. Et quand ce capitaine Dreyfus a été condamné donc à une peine de prison, à une dégradation militaire, il est surtout condamné en fait parce qu'il est juif avant tout, et on ne veut pas remettre en cause l'honneur de l'armée, hein, qui s'est trompé. Et donc vous avez bien sûr tout un combat anti-Dreyfusard, mais aussi des pro-Dreyfusards, hein, donc qui ont cristallisé, et on a été dans une forme d'affrontement très violent, hein, idéologiquement parlant. Et ces éléments-là, pour Sternel, font que la France, justement, a commencé à développer, au sein de certains mouvements politiques à la fin du XIXe siècle, d'éléments idéologiques qui peuvent se rapprocher au fascisme et qui ont pu peut-être contribuer à influencer des mouvements dans d'autres pays. Et donc, sa thèse va quand même très loin. Alors, vous avez beaucoup d'historiens qui ont aussi critiqué cette approche-là, hein, en indiquant qu'il y avait des raccourcis qui posaient problème, de tête, ça fait longtemps que je l'ai lu, hein, et qui pouvaient être remis en cause. Donc là, vous avez deux avis, hein, Ziv Sternel et Jacques Julliard, qui n'ont pas du tout le même avis sur le concept. Alors, donc pour l'historien israélien, donc Ziv Sternel, c'est quoi le fascisme? Alors, pour lui, il indique que c'est une dictature brutale, donc là il recourt bien aux éléments de force et de brutalité, comme on l'a vu notamment avec Trump, hein, où on a des personnes qui sont assassinées parce qu'elles s'opposent, donc 2 personnes qui ont été tuées, plus des personnes violentées, arrêtées sans aucun motif. Donc là, on a, si on reprend un peu le fil conducteur de notre soirée, des éléments qui peuvent se coordonner, hein. On a aussi des éléments qui peuvent se retrouver dans d'autres régimes qui ne sont pas forcément aussi brutales, notamment comme le régime de Vichy, comme il l'indique, hein. Et pour lui, il conçoit que c'est une forme extrême d'un phénomène culturel et idéologique bien plus vaste que le régime italien de base, et que c'est un mode de fonctionnement qu'on peut retrouver dans d'autres types de territoires. Alors attends, mais t'inquiète pas, Ricketts. Ricketts, t'inquiète pas. Je vais te citer un autre ouvrage. Mais il n'empêche que c'est parce qu'un ouvrage est vieux et ancien que ses idées sont vieilles et anciennes. Oh, respecte un peu les personnes un peu plus âgées, toi, hein. Je trouve que quand même, hein, c'est tendancieux ce que tu sors là, quand même, bien souvent, hein, sur les personnes d'un certain âge, hein. Moi, je dis ça, je dis rien, hein. Non mais oh. Donc, avant tout, le fascisme se représente comme l'élément le plus avancé de la grande révolte de l'héritage des Lumières. Donc là, il y a un élément
de confrontation par rapport à une idéologie de Lumière qui mettait en avant les idées de liberté, de fraternité. Et donc, on a une contre-réaction, en fait, tout simplement, face à ces idées-là. Un rejet, voilà, qui a été porté aussi par des intellectuels, hein. Et donc, au tournant du siècle, on a aussi un rejet de tout ce qui concerne le matérialisme, et notamment aussi de la gauche en particulier. Alors, c'est pour ça que, Tite Adrien, tu disais que est-ce qu'il y a des fascistes de gauche? Le fascisme, il a cette caractéristique, en fait, de s'attaquer à la gauche. Alors après, ça ne veut pas dire que tu as des pouvoirs dictatoriaux et qui sont qu'à droite. Tu en as à gauche, hein. Staline, hein, je pense qu'on a quand même un bon modèle, hein. Pol Pot, pour pas le nommer, hein. Mais on peut pas le considérer de fascisme en tant que tel. Alors, donc il revient un peu sur l'idéologie quand elle a été fondée, etc., hein. Alors oui, ça peut évoluer, mais attention, d'un point de vue historique, un historien se base toujours sur des sources basées sur le passé. D'accord? Donc on travaille toujours sur un contexte donné. Après, un historien, il porte aussi sa propre culture, il porte sa propre subjectivité, il porte aussi son propre bain culturel. Ça, c'est des éléments aussi qui influencent et qui infusent aussi dans une recherche. Et de toute façon, quand tu travailles sur un sujet de recherche, il y a toujours un élément qui te parle à toi. Et donc qui peut être lié à une histoire familiale, qui peut être lié à un contexte, c'est vrai, actuel. Mais généralement, l'analyse que tu fais, quand même, elle se base toujours sur un contexte bien précis. On essaye de limiter ces interférences en tant que telles. Oui, bon, alors le socialisme à la française de nos jours, il n'a rien à voir, oui, tout à fait, avec celui des années 80, ça c'est évident. Mais là, bon, tu as quelqu'un, donc 83, l'article est de 93, et après, j'aborderai un autre ouvrage un peu plus récent sur cette question-là. Donc aussi, un autre élément du fascisme, pouvoir autoritaire, qui peut être plus ou moins violent aux yeux de Sternel, qui est lié à un rejet des idéaux de lumière, de libéralisme, porté sur des idées de liberté. Également aussi un rejet de la modernité. Donc, pas la vie moderne ou technologique moderne, mais la modernité, c'est-à-dire l'émancipation de certaines minorités. Par exemple, le fascisme va être une réaction aussi liée au patriarcat contre l'émancipation des femmes après la Première Guerre mondiale, hein. Il y a une volonté aussi de remettre un couvercle sur la cocotte minute de cette émancipation féminine. Alors, est-ce qu'il est fondamentalement de droite? Donc, Tic Tac Dream, ça va peut-être reprendre pour toi ce que tu indiquais. Alors, je vois que vous êtes très actif dans le chat, hein. Alors, un dévoiement, je ne sais pas, hein. Quand tu as une idéologie politique qui te parle de dictature du prolétariat, bon, il y a déjà un mot de trop là, dans les deux termes. Quel reste un nombre suffisant? Et bing. Alors, est-ce que c'est pas l'usure du pouvoir, jeunes gens, qui fait cela? Sans doute. Front populaire, ils sont restés 36, 37, c'est le Front populaire qui a eu le Front populaire des congés payés, etc. Et puis bon, après il a vivoté jusqu'à 38 et finalement il a fini par s'écrouler. Mais les mesures emblématiques, elles ont été prises très rapidement. Vous imaginez, le Front populaire, c'est quand même un mouvement politique qui est élu en mai 36. En juin 36, il y a les accords Matignon, un mois après, hein. 15 jours de congés payés, augmentation de salaire, réforme du fonctionnement de l'État, de certaines institutions, empiètement dans l'économie, notamment dans certains domaines. Enfin bref, il y a eu un bouleversement qui a été très important. Alors, le fascisme puise un peu partout. Donc, dans ses fondateurs et ses penseurs, il y a aussi des hommes issus de la gauche. Donc ça, c'est une thèse qu'avant Sternel, hein. Des hommes qui sont restés révolutionnaires. Ouais, d'accord. Qu'est-ce que le fascisme aujourd'hui? Alors, c'est un phénomène historique unique en son temps et son lieu. Alors ça, voilà. Là, on a une Sternel qui fait le bon historien, ça. C'est-à-dire que toujours un phénomène va être lié à un contexte donné, hein, pour éviter ces interférences avec le présent et finalement diluer l'analyse en fait dans une lecture en fait du présent, alors qu'on doit vraiment se focaliser dans ce même passé, hein. Et donc là, il parlait du Front National et ce qui peut déboucher sur un fascisme en cette fin de siècle. Donc, on y retrouve un nationalisme exacerbé, une perception tribale de la nation, c'est-à-dire il y a le « eux » et il y a le « nous ». Le fameux « on est chez nous », bah, ça reprend ce type de thématique en tant que tel, hein. Mêlé à un souci identitaire, les Juifs sont remplacés par les Maghrébins en France. Donc ça, c'est Jeff Sternel qui l'indique. Les Tziganes plutôt en Allemagne, hein, etc. Même si je pense que l'antisémitisme, hein, au sein d'un discours de haine et au sein de l'extrême droite,
les populations juives, elles sont toujours présentes, hein, même si c'est beaucoup moins mis en avant en tant que tel, mais il y a un élément quand même d'idée derrière, hein. Quand vous avez ces idées de complot qui sont aussi un autre élément du fascisme, hein, c'est-à-dire cette idée qu'il y a une minorité qui est agissante contre le bien national qui est au-dessus de tout, cette idée de complot, ben, vous pouvez avoir une certaine odeur d'antisémitisme dedans aussi, hein. Alors, est-ce qu'on n'en aura jamais fini avec le fascisme? Donc, nous vivons une époque insaisissable, chargée de phénomènes culturels complexes, hein. L'Europe occidentale ne connaît pas aujourd'hui les conditions économiques et sociales de l'entre-deux-guerres. Bien entendu, on n'a pas eu une guerre mondiale qui a été une boucherie mais phénoménale. 10 millions de soldats morts, presque autant de civils aussi tués. Et puis surtout, une société saignée, hein. En France, un soldat sur 8, presque 2, a été tué. C'est des chiffres qui sont dingos, ça. 1,6 million de morts pour 8 millions de combattants. Donc le déficit démographique, il a été ultra violent. D'ailleurs, les allocations familiales ont été créées dans les années 20, hein, pour essayer de réarmer démographiquement la France, comme pour citer un président actuel. Donc là, lui, il n'est pas inquiet pour l'Europe occidentale, hein, qu'on n'ait pas ces mêmes conditions-là. On est dans un ensemble plus ou moins prospère, donc économiquement, donc qui est l'un des plus riches du monde, hein. Mais cependant, déjà en 93, Sternel indiquait que lui, il s'inquiétait surtout de l'Europe orientale. Et donc cette Europe qui s'est émancipée du joug soviétique et donc l'ancien bloc de l'Est, hein. Et là, en l'occurrence, il était beaucoup plus inquiet. Et je pense qu'on pouvait peut-être aller beaucoup plus loin que l'Europe de l'Est, hein, aller vraiment très à l'est de l'Europe. Et la Russie, pourquoi pas, hein. Alors, non, Riquette, pas de violence, pas de violence. Donc, Jacques Julliard, donc lui qui est directeur d'école, directeur d'études, pardon, à l'école des hautes études en sciences sociales, donc qui est aussi, qui est directeur adjoint au Nouvel Obs, c'est celui qui était au Nouvel Obs. Et donc pour lui, le fascisme est tout simplement un élément qui est lié à une époque donnée, grosso modo. Alors c'est vrai que là, pour lui, il dit, est-ce que le fascisme est de droite? Oui, dans la mesure où le stalinisme est de gauche. Alors tout à l'heure, vous parliez justement comme on pourrait dire à gauche, un mouvement qui peut reprendre des éléments du fascisme, mais en s'en distinguant sur certains points, que ce soit la place de l'État en particulier, que ce soit l'élément discriminatoire vis-à-vis d'une communauté, hein, qui n'est pas au cœur du projet communiste, et donc stalinien indirectement, à la différence du fascisme, où il y a vraiment une visibilité nationale avec un discours qui peut dériver vers un discours racial, hein. Je vous rappelle que le fascisme italien, qui n'était pas au départ antisémite, l'est devenu, hein, par la force des choses. Mais voilà, toujours un discours ultra-nationaliste qui n'est pas forcément à la base dans la doctrine stalinienne. Même si l'impérialisme existe chez Staline. Alors, vous avez aussi le culte du chef, etc., qu'on peut retrouver dans les deux types de mouvements, mouvement autoritaire, répression des opposants, etc. Alors, également un élément qui est intéressant, parce que ça c'est un grand débat actuel qu'on a pu voir sur des chaînes YouTube en manque de notoriété, en fait que le nazisme et le fascisme sont des mouvements qui sont nés à gauche. Parce que Mussolini, il était à gauche. Parce que dans national-socialisme, vous avez socialisme. Donc, c'est une lecture de l'histoire, mais qui est complètement what the fuck, hein. Et vraiment, les plus faibles d'esprit y croient à dur comme fer, hein. On a des personnes qui viennent de gauche, qui ont rejoint le mouvement fasciste. Donc, vous avez Jacques Doriot en France, par exemple, donc membre du Parti communiste, qui est devenu un fervent collaborateur nazi. Vous avez aussi Marcel Déat, hein, qui vient du socialisme. Mais cependant, à part ces transfuges qu'il y a eu, comme le dit un très grand historien qui est Robert Paxton, par exemple pour le régime de Vichy, où s'il y a eu ce type de transfuge-là, c'est quand même un pot pourri de toutes les droites et de quelques gauches. Donc voilà, je pense qu'il faut remettre dans le contexte en tant que tel. National-socialiste pour le nazisme, hein, c'est tout simplement pour attirer des électeurs à la cause national-socialiste, c'est-à-dire essayer de puiser et de piquer des électeurs au Parti communiste allemand, à cette époque-là relativement influent, hein. En 1933, ils font 18% des voix, le parti communiste, pardon. Donc, il y a un élément un peu de... Voilà.
d'essayer de tromper un peu son locuteur en tant que tel. Concernant le fascisme, Mussolini, certes, il était issu de la gauche, mais c'est quand même quelqu'un qui était déjà brutal de nature et qui, durant la Première Guerre mondiale, hein, s'est enflammé directement sur un discours nationalisme qui a dépassé toutes ces idées dites de gauche. Alors, donc, c'est pas parce que l'antiparlementarisme aussi a pu être vivace à l'extrême gauche que le fascisme, qui a cultivé cette tradition, n'était pas de droite. Gardons-nous des déductions hâtives, etc. Alors, pourquoi et comment le fascisme a-t-il recruté à gauche, hein? Donc, les chefs et militants des fascistes étaient issus de la droite, hein. Il y a eu une fascination pour une certaine extrême gauche, hein. Doriot, par exemple, en particulier, hein. Le fascisme est une récupération populiste du communisme par la droite. C'est vrai. Aussi des personnes qui ont changé de route, qui ont dévié, qui sont partis sur autre chose, hein. Bon, il y a plusieurs éléments qui peuvent expliquer, mais c'est toujours quand même, je pense, voilà, quand on commence à tout mélanger, je pense qu'on a une lecture qui est d'autant plus erronée, hein. Bon, plus sérieusement, surtout ce qui est intéressant, c'est la conclusion de Jacques Julliard, que j'ai bien aimé, notamment dans cet article, hein. Est-ce que le fascisme peut-il redevenir est-il un objet de musée? Le ventre où est née la bête immonde est toujours fécond, comme dirait Brecht. Les conditions qui ont permis l'essor du fascisme peuvent réapparaître. N'oublions pas cependant, et je pense que la conclusion est intéressante, que l'histoire a beaucoup plus d'imagination que les historiens, qui ne savent que reproduire les formes du passé. Et BAM! Prenez ça dans la dent, les historiens. Donc voilà, il y a toujours cette idée de contextualisation. Mais des éléments, il peut y avoir des éléments de comparaison, il peut y avoir des éléments d'inquiétude en tant que tel, hein. Et d'ailleurs, vous avez un très très bon article, hein, qui a été que j'ai trouvé notamment sur un site qui s'appelle L'Écrise. Bon, je ne connais pas du tout l'écrise.fr, et qui reprend en fait le texte de Umberto Eco, le grand romancier italien, le nom de la rose, hein, qui était de 95 et qui avait notamment établi voilà, les 14 paramètres, les 14 signaux pour décrire si un mouvement pouvait être fasciste ou pas. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que cette lecture d'un romancier qui a vécu le fascisme, parce qu'il est italien, et donc lui, en 42, ben, il a vécu dans l'Italie de Mussolini, hein, et donc forcément, ben, il se, il se sert de cette expérience pour justement établir ses propres lignes de conduite et sa propre lecture des événements, et c'est ça que je trouve qui est passionnant. Et donc cette grille de lecture a été reprise par beaucoup de personnes, bien souvent sans citer Umberto Eco, qui indique voilà, les 14 éléments qui montrent l'obsession du complot, le machisme, l'humiliation par la richesse de l'ennemi, la vie est un état de guerre permanent. Et ça, c'est des thématiques qu'on retrouve dans le mouvement fasciste, hein, dans l'idéologie fasciste de Mussolini, de Hitler également. La peur innée de la différence, etc. Et c'est vrai que l'ensemble de ces thématiques-là voilà, vont servir de grille de lecture. Alors si cet article vous intéresse, hein, mais vive l'Ardèche. Si cette histoire vous intéresse, mais elle peut aider à comprendre le présent, mais ça tout à fait. Mais je suis d'accord. Si tu connais pas ton passé, comment tu peux expliquer le présent? Et comment tu peux ne pas essayer d'améliorer le futur? De se dire attention, on va peut-être vers une catastrophe. L'histoire est une science sociale, hein, je vous le rappelle, hein. Donc, oui, pour revenir, donc cet article est vraiment très bien. Et vous avez la traduction en fait de tout l'article en fait qu'a fait Umberto Eco sur cette analyse. Et c'est génial parce qu'il parle à la fois de son expérience en tant que gamin. Donc, par exemple, attends, comment il le dit? Voilà, en 1942, à l'âge de 10 ans, j'ai remporté le premier prix de la province, un concours à libre participation des jeunes fascistes italiens. J'avais brodé avec une magistrale rhétorique sur le sujet « Faut-il mourir pour la gloire de Mussolini et le destin immortel de l'Italie ?» J'ai répondu par l'affirmative. J'étais un garçon très éveillé. Alors bien sûr, c'est avec beaucoup d'ironie qu'il dit ça, hein. Et puis après, il parle de son expérience, de l'Italie qui rentre dans cette fameuse guerre civile de libération aussi, hein, à la fin de la guerre, hein, entre Italiens. Et hop, pardon. Et donc, il le décrit, je trouve, avec une certaine malice, hein, et il décrit surtout ce qu'il voit, lui, les rapports de force, les luttes entre partisans, et puis surtout l'image qu'il va acquérir à ce moment-là, que pendant cette période qu'il a vécue, donc du fascisme de 1922, alors il n'était pas né, mais donc s'il avait 10 ans en 42, il est né en 32, et jusqu'à sa chute en 1943, puis ensuite restauré par les Allemands, et donc cette fameuse République sociale de
donc en Italie, qui était extrêmement brutale. Et donc lui, en tant qu'enfant, voilà, ce qu'il avait vécu, ce qu'il avait entendu, et notamment voilà cette image que la résistance va développer au sein des Italiens, et cette idée que oui, pendant la guerre, tout le monde n'était pas pour Mussolini, et que des gens résistaient déjà avec beaucoup de courage. Il le décrit assez bien ça. Et d'ailleurs, donc il indique voilà que il arrive devant, il est à Milan, donc il voit les partisans qui sont présents, donc le chef des partisans qui s'appelle Mimo, qui finalement a décidé de résister contre Mussolini et l'a payé de son propre corps parce qu'il a été blessé, etc. Et donc il apparaît au balcon et donc il commence à... Donc tout le monde attend son discours, etc. Donc j'attendais son discours puisque toute mon enfance a été marquée par les grands discours de Mussolini que nous apprenions par cœur à l'école. Et donc le chef des partisans locaux commence son discours. Citoyens, mes amis, après tant de douloureux sacrifices, nous y voici. Gloire à ceux qui sont tombés pour la liberté. Et il part. Et lui, il regarde comme ça, il dit mais c'est pas ça un discours, mais c'est déjà fini. Et en fait, avec sa réflexion qui est vraiment intéressante, il dit je venais d'apprendre que la liberté de parole signifiait la liberté quant à la rhétorique qu'on vous laisse penser par vous-même. Ça, je trouve que c'est assez beau, notamment. Et donc, cet article, si vous intéresse, je vais vous le mettre en lien dans le chat. N'hésitez pas à le consulter après le live. Vous n'avez pas le droit de partir. Parce que tout simplement, il faut vraiment le lire en intégralité. J'ai vraiment trouvé ça très intéressant. Et puis surtout, il décrit pour lui comment on peut caractériser un régime fasciste en tant que tel. Vous avez aussi un élément qui m'inquiète également. Moi, c'est certes, on a des réminiscences de certaines idéologies du passé matinées avec des éléments actuels. Et voilà, on a des fumées d'odeur qui peuvent nous inquiéter. Et on a aussi le retour du vieux maréchal Pétain qui est remis au goût du jour. Donc, sur le biais de réseaux sociaux, ça c'est un article du Monde dans la rubrique Pixel, notamment qui date donc du 24 janvier 2026, donc de William Oduro, donc, qui était un journaliste et qui est toujours un journaliste aussi spécialisé jeux vidéo, mais là qui s'en est un peu écarté et qui maintenant s'occupe de la rubrique Pixel. Et donc on a sur les réseaux sociaux le retour de vieilles icônes du passé qui sont un peu modernisées sous un côté un peu YOLO lol, une femme qui danse devant le portrait du maréchal Pétain, quoi. Et donc avec une musique qui ambiance un peu, etc. Et par exemple, vous avez un remix donc, qui a été fait par IA de Maréchal Nous Voilà, version disco. Donc, on peut se dire c'est YOLO, c'est rigolo, sauf que voilà, quand on sait ce que c'est derrière, quand on sait ce que représente le personnage en tant que tel, et ce qu'il a fait, et ce qu'a fait son régime, Obama responsable de la déportation de plus de 76 000 juifs, donc, dont 2500 uniquement reviendront vivants des camps de la mort, collaboration forcée, déportation de Français vers l'Allemagne pour les faire travailler, même s'il y a une partie qui pouvait être volontaire, une immense majorité ne l'était pas, appauvrissement de la France, rabaissement de la puissance française, enfin bref, bon, on va pas faire le procès du maréchal Pétain, il a été fait en 1945, mais cependant, voilà, trahison et condamnation à mort, même s'il a été ensuite condamné à une peine de prison à vie sous décision de De Gaulle. Alors, sur TikTok, on a donc des nostalgiques de la France de Vichy, avec le Péténiste 88 par exemple, donc, ou d'autres pseudos tout aussi chatoyants, tradition catholique, le pro-Vichy, etc. Et qui essayent voilà, de recréer un peu une image, un culte autour de ce personnage-là, et d'autres en particulier, avec, voilà, par l'IA, on le refait parler, on le refait sortir de sa tombe, etc. Bonjour Gardheim, j'espère que tu vas bien. Coucou à toi. Donc, bienvenue sur la chaîne de l'histoire et qui explore l'histoire et qui, ce soir, parle de cette notion du fascisme. Alors, ce soir, on a déblayé vu que tu arrives un peu en retard. Est-ce que tu as un billet de retard, s'il te plaît, là? On passera voir le CPE tout à l'heure. Donc, on a parlé du Robert Paxton, bien sûr, de Sternel, ni droite ni gauche. Enfin bref, il y aura le replay, n'hésitez pas à le voir. Il sera sur Hebdo Explore, sur la chaîne YouTube, qui est dédiée, et sur Twitch, bien entendu. Donc... bonsoir à toi et puis bienvenue c'est ta première fois sur la chaîne, écoute, bienvenue à toi. Alors, vous avez donc voilà, une réminiscence de ces théories politiques et qui par le biais de moyens technologiques actuels sont réactivés sous un côté un peu YOLO, le maréchal, nous voilà version disco. Sauf que voilà, quand on sait ce qu'il y a derrière, quand on sait ce que ça représente ces régimes politiques, et bien tout simplement c'est de la propagande qui permet peut-être de toucher un nouveau public et qui essaye aussi de décoincer un peu des périodes historiques avec ces méchants profs d'histoire qui parlent toujours des mauvaises choses et donc qui embrigadent notre jeunesse. Donc,
on a voilà un élément qui revient en France et TikTok devient un support pour ces idéologies-là en particulier, hein. Donc l'extrême droite a délaissé le champ des idées pour s'inscrire dans celui de l'esthétique dit pop fascisme, qu'on l'appelle, hein, et donc d'essayer de redorer l'image ternie du vieux maréchal Pétain. Alors, on essaye de déterrer le maréchal symboliquement, donc en le remettant en avant, en essayant de faire penser, oublier ce qu'il a fait et à quoi il a contribué. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, est-ce que vous savez que Pétain, on a essayé, attention, révélation, il est mort en 51, donc il était plus tout jeune quand il a été jugé, il avait 87 ans, et donc il a été ensuite enterré à côté de pas très loin de son lieu de détention, donc sur l'île, je me souviens plus, une île au large de Pays de la Loire, la Vendée, je me souviens plus le nom de l'île, enfin bref, il a été inhumé, et un jour, donc une fois qu'il est mort, etc., le gardien du cimetière donc, fait le tour du cimetière, et il se rend compte que le maréchal a disparu. La tombe a été ouverte et il n'y a plus de cercueil. Quelqu'un est venu piquer le cercueil du maréchal Pétain. C'est pas une blague, hein, c'est une histoire vraie, ça. Donc, branle-bas de combat en France, on a volé le maréchal. Donc, et ensuite, on a retrouvé quand même le cercueil après une enquête policière, mais ça s'est passé dans les années 60, je crois. Et donc, des fanatiques de Vichy avaient voulu. On déterré déterré le cercueil du maréchal Pétain pour essayer de l'enterrer à Verdun, le lieu où il aurait voulu être inhumé. Et donc, vous avez eu tout un micmac comme ça, judiciaire ou autre, mais c'est une histoire qui est complètement folle. Donc, vous avez une émission sur France Inter, un podcast qui. Alors, c'était, je crois. Est-ce que c'était 2000 ans d'histoire à l'époque? Ou c'est peut-être Affaires sensibles? C'est On a volé on a volé le corps du maréchal. Ah putain, le titre était génialissime, hein. Donc, vous avez une histoire complètement fou, quoi. Alors, revenons sur notre. Si vous êtes sur la chaîne de l'anecdote également. Donc, revenons sur notre contenu pop, hein, où l'extrême droite délaisse en fait les battes de baseball et les bottes cloutées, hein, pour essayer de sensibiliser une nouvelle jeunesse par les moyens modernes, réseaux sociaux, etc. Alors, cependant, on parle de Pétain, mais il n'y a pas que Pétain qui connaît ce sorte de revival politique où on essaye de resensibiliser les personnes à ces idées, hein. Vous avez d'autres pays en particulier qui sont sensibles à cela, hein. On vous dit que en Espagne en particulier, en Italie également, donc sur les myriades de réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Telegram, YouTube, etc. Et donc, ces éléments-là de réminiscence, ça sera le mot de ce soir, la réminiscence, hein, arrivent dans d'autres territoires et permettent de remettre au goût du jour des dictateurs comme Mussolini, Franco, et ça passe sous les radars. C'est-à-dire c'est fait d'une telle façon, un peu YOLO, etc., un peu côté humoristique. Surtout qu'il y a un contenu qui est politique derrière. Donc on voit des versions IA du Duce qui danse le hip-hop, on voit la chanteuse ibérique Aitana qui dans une vidéo trafiquée entonne un des hymnes de la phalange espagnole. La phalange espagnole, donc le mouvement politique de Franco qui a pris le pouvoir en 1939, hein, et qui a massacré des opposants politiques par centaines, voire milliers. Hitler qui imite la célébration iconique du footballeur portugais Ronaldo, etc., etc. Alors Hitler, c'est un peu plus visible, forcément. Mais cependant, on a quand même voilà, des dictateurs locaux qui sont remis un peu au goût du jour, hein, dans ces contenus LOL humoristiques, hein, et qui véhiculent des idées fascistes. Et vous avez eu la même chose, notamment avec aussi l'utilisation d'animaux aussi, par exemple. Vous avez des vidéos qui circulent sous couvert d'anonymat. Alors, je ne vous les montrerai pas ici parce que moi, personnellement, elles me choquent au plus haut point. Vous avez un gorille qui parle. Donc ça, c'est fait par... Alors, c'est pas fait forcément par des personnes qui sont en France, se dit en passant, mais vous avez tout un élément, vous avez peut-être vu ces vidéos, vous avez un gorille qui arrive à la CAF, par exemple, et bien sûr, on cible les populations d'origine immigrée qui viennent voler les allocations, qui viennent voler les bons français, qui trafiquent, etc., leurs données pour obtenir des aides sociales, etc. Donc là, vous avez un discours raciste qui est énorme derrière. Et donc, du coup, c'est mis sous un côté un peu lol humoristique. Mais le contenu politique, il est bien présent derrière. Donc on a une approche voilà, d'une certaine forme de culture un peu à la MAGA notamment, hein, qui utilise des codes d'internet pour diffuser son propre idéologie, hein. Et donc on a également des remises en cause voilà, de personnages avec un passif quand même très lourd, hein, Pétain, Hitler, Mussolini. Et en Espagne, on a Franco qui revient, et donc avec un Franco Friday, donc un hommage hebdomadaire des geeks hispanophones au réalisateur des films d'horreur Jésus Franco, oui bien sûr, donc, et qu'en fait ils ont détourné pour l'attribuer donc au dictateur espagnol, excusez-moi.
Donc voilà, sous un côté un peu YOLO du personnage, très souriant et très gentil, bien sûr, Franco. Et donc, voilà, avec des images générées par IA qui permet vraiment de diffuser et de faire rapidement des images détournées, hein. Ça, c'est bien que le monde, vraiment, vous avez le tag maintenant généré par IA. Je trouve que c'est vraiment une honnêteté de le faire, ça. Donc, on met de la musique cartoon, donc d'un Franco qui a sauvé l'Espagne, hein, qui a donné au rouge une fessée et un coup de baguette magique, hein. Alors, soit dit en passant, la guerre d'Espagne, plus de 500 000 morts, hein, 500 000 personnes qui sont parties d'Espagne parce qu'ils fuient, ils craignaient pour leur vie aussi en 39, hein. Et donc, on a un retour comme ça, voilà, d'éléments du passé, hein. C'est pareil, la mairie s'est trompée. Mais c'est hallucinant, ça, quand dans l'état civil, il y a une faute au niveau du prénom et autres. C'était quasi impossible de changer, quoi, de passer par la justice pour obtenir gain de cause. Au secours, quoi. Euh, Quelle ici, pendant la diffusion de Game of Thrones. Bah oui, il faut voir jusqu'à la fin les épisodes, hein. Il faut pas aller, il faut pas sauter. Ouais, non mais c'est clair, hein. Après le nom, tu le portes toute ta vie, hein. Un prénom en particulier, même si tu peux le changer, mais bon, compliqué de le faire. Donc voilà, on est sur un élément d'une banalisation d'une certaine idéologie, hein, par l'outil numérique. Alors, ce qu'on voit à l'extrême droite, on le voit aussi à l'extrême gauche, hein, soit dit en passant. Moi, les images, on voit Staline qui fait comme ça, là. Cœur comme ça. Bon, on a aussi des détournements d'images qui sont dans l'autre cas. Mais comme tout, le recul nécessaire et la compréhension de ces éléments du passé, hein, doit permettre aux citoyens éclairés de pouvoir pas tomber dans le panneau. Et alors cette production s'accompagne souvent de discours manipulateurs qui repeignent ces dictateurs en héros du peuple. Donc on dit que Mussolini a créé le 13e mois, ce qui n'est vrai que dans quelques secteurs. Franco a créé les congés payés et le dimanche férié à la sécurité sociale. C'est faux, comme le dit donc notamment, alors je pense que c'est une personne qui est au sein d'une ONG qui s'appelle... Attendez, j'avais vu son nom. Non, je l'ai vu où son nom? Ah oui, la journaliste, donc Mathilda, non c'est une journaliste, donc Coral Garcia Dorado, donc justement qui débunk ces idées-là. Et donc en France, même combat, hein. Pétain est présenté comme l'inventeur de la fête du travail. Yes, ma poule, qui sous différentes formes existait déjà à la fin du 19e siècle, mais carrément quoi. Il a juste repris des célébrations qui existaient, qui étaient bien antérieures. Je vous rappelle qu'à fait du travail, c'est né suite aux grèves américaines, la fin du 19e et la répression qui en a suivi. Et tout simplement, lui, l'objectif, c'était de canaliser les travailleurs, canaliser également les syndicats, hein, dans un sens qui allait dans son slogan « Travail, famille, patrie sous l'autorité de l'État », hein. Donc voilà quoi. Comme la fête des mères, hein, c'est des réminiscences qui existaient bien avant le maréchal Pétain. Des posts TikTok ou Instagram affirment également qu'il aurait obtenu les pleins pouvoirs grâce à la gauche. Alors ça, c'est le grand truc, hein. Donc, ne pas oublier, et là ils le disent, en réalité minoritaire le jour du vote, mais parce que tout simplement, la France étant sous occupation allemande suite à la défaite et l'armistice signé dans des conditions chaotiques, qui fait que un certain nombre de parlementaires n'ont pas pu venir assister au vote dit des pleins pouvoirs, c'est-à-dire quand Pétain obtient des lois constitutionnelles qui lui donnent de très larges pouvoirs, donc ce qu'il voulait, hein, pour détruire la République. Et donc vous avez un certain nombre de parlementaires qui n'étaient pas présents, et les parlementaires communistes qui étaient illégaux à partir de 1939, car l'URSS avait signé le pacte de non-agression avec l'Allemagne, donc eux, ils n'ont pas pu se présenter forcément. Et ceux qui étaient présents, sur les à peu près 400-500 parlementaires présents, peut-être plutôt 400, vous en avez quand même 80 qui ont refusé de voter les pleins pouvoirs à Pétain, et notamment, attention les yeux, Marcel Astier, sénateur de l'Ardèche, qui, quand il entend les lois constitutionnelles où on remet tous les pouvoirs à Pétain, exécutif, législatif, judiciaire, etc., il comprend pas, il dit à ses comparses du jour, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Et il se met à crier « Vive la République quand même, hein !» Et lui, il avait bien compris que la République, elle était finie, quoi. Donc, il fait partie de ces 80-là, qui vont pas être très populaires par Vichy, d'ailleurs. Et donc, on a aussi voilà, un Pétain qui a traqué justement ses opposants, et notamment opposants politiques, communistes, démocrates, socialistes, mais aussi francs-maçons, parce que trop républicains, et puis bien sûr, les personnes de confession, d'obédience juive. Et donc là, vous avez une image complètement hallucinante, hein,
Maréchal Pétain, l'homme qui a combattu les francs-maçons. Alors je sais pas si l'image elle a été rajoutée pour faire du YOLO, etc. Je pense que c'est une image pour faire YOLO où une personne fait une interjection qui n'a rien à voir avec la vidéo, hein. Mais voilà. Sur TikTok, des vidéos complétistes glorifient le maréchal Pétain au nom des lois anti-maçonniques, hein. Lois anti-maçonniques qui étaient destinées à être discriminatoires, bien sûr, et qui a donné lieu à des persécutions pour les personnes liées à cette association philosophique qu'est la franc-maçonnerie. Donc cette désinformation est d'autant plus redoutable qu'elle échappe au filtre de modération. Alors les mots, bien sûr, peuvent être filtrés, hein, mais cependant, voilà, en détournant le sens, on arrive à les faire diffuser, hein. Alors, la réaction de ces contenus atteste une connivence idéologique, hein. Il n'est pas rare que des internautes tombés dessus par hasard fassent part d'une curiosité. Ces posts sont en effet pour la plupart destinés à de jeunes internautes qui n'ont pas encore étudié ces figures à l'école et se laissent convaincre. Vous assurez que dans certaines écoles, ils les étudient bien quand même, hein. Donc en Espagne, selon le centre d'enquête sociologique, les moins de 35 ans sont désormais 17% à afficher des sympathies pour les régimes autoritaires, contre 6% il y a 20 ans. Donc tout à l'heure, on parlait... C'est la fête des travailleurs, tu as raison. On parlait des accointances que peuvent avoir certaines personnes avec ces idéologies et l'évolution de ces idéologies-là. Et là, c'est vrai que waouh, waouh, waouh. Alors, ne serait pas en train de devenir une police? Bah justement, on se demande. Ça, c'est une question qui se pose, hein, parce que quand vous avez quand même un corps policier qui, à la base, n'était pas dédié à faire ce qu'ils font, eux, ils devaient s'occuper des frontières. Avec une intervention à... Je crois qu'ils avaient le droit de rentrer à 100 km à l'intérieur de la frontière intérieure, mais bon, c'est sur une zone limitée, hein. Nous, en France, ça serait le PAF, hein, la police aux frontières. C'est un nom, comme j'ai dit tout à l'heure, qui me fait toujours hurler de rire, le PAF, hein, PAF. Et du coup, les Border Patrol ou la fameuse ICE en question, ils avaient un budget, je crois, de 6 milliards ou de 6 milliards de dollars, quoi. C'est un budget qui était pas forcément les plus foufous, hein. Trump, il l'a fait passer à 75 milliards de dollars, le budget. Donc construction de centres de rétention, armes, et puis recrutement massif, hein. Donc là, les recrutements, ils ont explosé. Et ce qu'on leur demande de faire, ils font du maintien de l'ordre maintenant. Ils arrêtent des citoyens américains, alors qu'à la base, c'est pas leur boulot, hein. Ils traquent forcément des étrangers avec tous les moyens les plus abjects possibles. On se sert des enfants pour attirer les parents, par exemple. Là, cette image de ce petit gamin de 5 ans là, qui a été arrêté et ils l'ont amené devant la porte pour que la personne ouvre la porte et qui capture le père. Non mais, au secours, quoi. Par contre, l'autre différence, c'est que pour l'instant, c'est comment dire, c'est voilà, une police qui a une utilisation qui est politique en tant que telle, mais dans un mouvement fasciste, vous avez une police politique en tant que telle. Eux, ils s'occupent de la traque des immigrés. Même si là, on se dit, ils ont quand même une extension donc, est-ce qu'il n'y a pas une graine qui est en train d'être plantée? En tout cas, les personnes qui sont dans ces... J'ai écouté une émission de France Culture qui en parlait ce matin, qui font partie de la ICE. Vous avez aussi des minorités visibles qui sont dedans. Donc, par exemple, des personnes d'origine mexicaine, d'origine afro-américaine aussi, et qui parfois, pour les latinos, sont beaucoup plus durs que les policiers dits caucasiens, pour dire blancs, dans leur manière de faire en tant que telle, beaucoup plus endoctrinés. Donc, ça sent bien quand même la guerre civile, hein. Moi, je vous le dis, c'est une grosse inquiétude que j'ai aux États-Unis. De monter les gens comme ça les uns contre les autres, ça finit toujours mal. Alors, mais oui, la police, paf, à la Louis de Finesse. Mais exactement, c'est exactement ça. C'est pour ça que ça me fait rire. Alors, on est voilà comme ça sur une réminiscence comme ça du passé qui fait que voilà, on manipule le passé, on lui fait dire n'importe quoi, et donc on a des personnes qui tombent dans le panneau. Et là, c'est notamment de jeunes personnes en tant que telles. Alors, ah mais ceux qui sont rentrés, je pense, dans l'AS, dans le recrutement, mais bien sûr, je pense que tu as des personnes qui étaient au Capitole en janvier 2021, hein. Tout à fait, hein. Quand même, le Capitole, moi, ce qui m'étonne, donc 1500 personnes qui ont été arrêtées, qui ont été condamnées, qui ont été tous graciés, et vous avez eu quand même 148 policiers qui ont été gravement blessés, hein. Il y a eu un mort parmi les émeutiers, je crois, et donc on gracie des personnes qui s'attaquent aux forces de l'ordre. Et ensuite, on a un gouvernement qui nous parle qu'il veut instaurer la sécurité dans les rues, etc. Ouais, donc voilà, quoi. Donc c'est vrai que voilà, le sujet de ce soir était peut-être assez dense, peut-être trop pour un stream en particulier. J'espère que ça vous a plu, j'espère qu'on a pu aborder quand même un ensemble
un ensemble d'éléments. Intéressé par ce genre de thématique, mais aussi l'histoire, le jeu vidéo, la géographie ou l'actualité, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour soutenir la cause.